Mai 2008, numéro 12. Voici qu'arrive le joli mai. Mai 2008, début d'une lutte prolongée. Penser ensemble, non. Pousser ensemble, oui. Les murs ont des oreilles, vos oreilles ont des murs. Milliardaires de tout pays, unissez-vous. Le vent tourne. Je décrète l'état de bonheur permanent. La liberté, c'est le droit au silence. Ne vous emmerdez plus, emmerdez les autres. Exagérer, c'est commencer d'inventer. Notre espoir ne peut venir que des sans-espoir. Ne nous laissons pas bouffer par les politicards et leur démagogie boueuse. Ne comptons sur nous-mêmes. Le socialisme sans la liberté, c'est la caserne. L'agresseur n'est pas celui qui se révolte, mais celui qui s'affirme. Oubliez tout ce que vous avez appris. Commencez par rêver. Quand le doigt montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Dans la Révolution, il y a deux sortes de gens, ceux qui la font et ceux qui en profitent. Les gens qui ont peur seront avec nous si nous restons forts. Si vous ne voulez pas de pépins, évitez le noyautage. La barricade ferme la rue, mais ouvre la voie. Attention, les arrivistes et ambitieux peuvent se travestir en prenant un masque social-art. La révolution doit se faire dans les hommes avant de se réaliser dans les choses. Ô gentils messieurs de la politique, vous abritez derrière vos regards vitreux un monde en voie de destruction. Criez, criez, on ne saura jamais assez que vous avez été castrés. Je vis que dans l'histoire, on avait le droit de se révolter pourvu qu'on joue à sa vie. Un homme n'est pas stupide ou intelligent, il est libre ou il ne l'est pas. Un bon maître, nous en aurons un dès que chacun sera le sien. Il n'y aura plus désormais que deux catégories d'hommes, les veaux et les révolutionnaires. En cas de mariage, ça fera des révolutionnaires. Miaou. Numéro 13. Petit coin de poésie politique, ou plutôt de politique poétique, c'est-à-dire créative. Prenons la révolution au sérieux, mais ne nous prenons pas au sérieux. Flics qui visitez en civil, faites très attention à la marche en sortant. On ne fait pas de politique innocemment. Une révolution qui demande que l'on se sacrifie pour elle est une révolution à la papa. La politique se passe dans la rue. L'aliénation finit où commence la vôtre. Être réactionnaire, c'est justifier et accepter la réforme sans y faire fleurir la subversion. Comité civique demande bonne conscience pour délation. Dans le décor spectaculaire, le regard ne rencontre que les choses et leur prix. Le reflet de la vie n'est que la transparence du vécu. L'homme n'est ni le bon sauvage de Rousseau, ni le pervers de l'Église et de la Rochefoucauld. Il est violent quand on l'opprime, il est doux quand il est libre. L'humanité ne pourra vivre libre que lorsque le dernier capitaliste aura été pendu avec les tripes du dernier bureaucrate. L'obéissance commence par la conscience et la conscience par la désobéissance.
Si vous pensez pour les autres penseront pour vous. Le mandarin est en vous. Si je pense que rien ne doit changer, je suis un con. Si je ne veux pas penser, je suis un lâche. Si je pense que j'ai intérêt à ce que rien ne change, je suis un salaud. L'émotion tue l'émotion. L'action ne doit pas être une réaction, mais une création. Les syndicats rivalisent pour préserver l'exercice d'un pouvoir de décision qui a toujours, jusqu'ici, désamorcé l'éveil révolutionnaire. Si vous avez le cœur à gauche, n'ayez pas le portefeuille à droite. Les libertés ne se donnent pas, elles se prennent. Attention, les cons nous cernent. Ne nous attardons pas au spectacle de la contestation, mais passons à la contestation du spectacle. Le sacré. Voilà l'ennemi. Construire une révolution, c'est aussi briser toutes les chaînes intérieures. Rouen. Numéro 14. Chant révolutionnaire. Le chant des égaux de Gracchus Babeuf, qui date de la Révolution française. Un code infâme a trop longtemps asservi les hommes aux hommes. Tombe le règne des brigands. Réveillez-vous à notre voix et sortez de la nuit profonde. Peuple, ressaisissez vos droits. Le soleil luit pour tout le monde. Tu nous créas pour être égaux, nature aux bienfaisantes mères. Pourquoi des biens et des travaux l'inégalité meurtrière? Réveillez-vous à notre voix et sortez de la nuit profonde. Peuple, ressaisissez vos droits. Le soleil luit pour tout le monde. Pourquoi 1000 esclaves rampant autour de 4 ou 5 despotes? Pourquoi des petits et des grands? Levez-vous, braves sans-culottes. Miaou. A las barricadas. Chanson de la guerre civile en Espagne, 1936-1939. Negras tormentas agitan los aires. Nubes oscuras nos impiden ver, aunque nos espere el dolor y la muerte. Contra el enemigo nos llama el deber. El bien más preciado es la libertad. Luchemos por ella con fe y con valor. Alza la bandera revolucionaria que llevará al pueblo la emancipación. En pie, pueblo obrero, a la batalla. Hay que derrocar a la reacción. A las barricadas, por el triunfo de la Confédération. Chanson de la Confédération nationale des travailleurs. Miaou. Pour ralentir le déboisement de la forêt ardennaise, les prochains numéros du Chat Noir au poil hérissé ne seront plus distribués qu'aux collègues qui en auront fait la demande. Numéro 15. Chant révolutionnaire. Ne te trompe pas de colère. 21 avril 2002, résultat du premier tour des élections présidentielles en France. Extrait. Ça fait 20 ans qu'on nous explique. La lutte de classe s'est dépassée. Qu'au nom de la guerre économique, pauvres et riches doivent collaborer. La droite, la gauche capitaliste ont ouvert la voie aux fascistes. Ne te trompe pas de colère et méfie-toi des milliardaires
avec ou sans œil de verre, oui, méfie-toi des milliardaires. La colère est légitime. Quand tous les jours à la télé, les patrons se pavanent et friment, disant qu'il faut se résigner, faut se sacrifier pour l'entreprise, car à la bourse c'est la crise. Ne te trompe pas de colère et méfie-toi des milliardaires. Avec ou sans œil de verre, oui, méfie-toi des milliardaires. Ta colère est légitime, même quand, avec ses airs de fête, la grève se transforme en défaite et la précarité te guette. Quand tu veux manifester, les flics protègent les beaux quartiers. Chanté par la compagnie Joli Môme. Rouen. La lutte en chantant. Extrait. Si nous descendons la rue en chantant, notre drapeau rouge dans le vent, c'est pas seulement que c'est le printemps, mais c'est qu'il est bien vivant. À la bourse, l'argent produit de l'argent, et pourtant la précarité s'étend. Prenez garde, bonnes gens, pendant qu'il est encore temps. Ils construisent l'Europe des marchands, Euro Disneyland en avant, des Mickey pour les enfants, le RMI pour les grands. Interprété par la compagnie Joli Môme. Miaou. Numéro 16. Le travail. Présentation d'ouvrage. Ouvrage de Marcel Durand. Grain de sable sous le capot. Résistance et contre-culture ouvrière. Les chaînes de montage de Peugeot de 1972 à 2003. Édition Agone. Paris 2006, 428 pages. L'auteur affirme dans sa préface avoir écrit cette chronique sous pseudonyme pour ne pas s'approprier la mémoire collective des ouvriers de l'entreprise. La singularité de ce texte tient à ce qu'il nous fait entendre la voix d'un ouvrier ordinaire, qui n'a pas de légitimité particulière pour prendre la parole. Présentation de l'ouvrage de Jean-Pierre Levaret, Putain d'usine, suivi de Après la catastrophe et de Plan social. Édition Agone, 2005, 224 pages. Ouvrier dans l'agglomération rouennaise, l'auteur décrit le monde de l'exploitation quotidienne du travail dans une usine de produits chimiques. Cette réalité qui forge la lutte des classes et la reproduit sans cesse. Compte rendu d'un ouvrage du même auteur, intitulé cette fois Tranche de chagrin, édition L'Insomniaque, 2006, 159 pages. Même objet que le livre précédent. Présentation de l'ouvrage de Robert Linhart, L'Établi, édition de Minuit, 2004, 179 pages. Sociologue, l'auteur a passé une année comme ouvrier dans l'usine Citroën de la Porte de Choisy. Il raconte la chaîne, les méthodes de surveillance et de répression. Il raconte aussi la résistance et la grève. L'établi, c'est aussi la table de travail bricolée où un vieil ouvrier retouche les portières avant qu'elles passent au montage. Ce double sens reflète le thème du livre, le rapport que les hommes entretiennent entre eux par l'intermédiaire des objets, ce que Marx appelle les rapports de production, un ouvrage devenu classique. Présentation du livre de Gisèle Ginsberg, Je hais les patrons, édition du Seuil, 2003, 225 pages. Sait-on vraiment ce qui se passe dans les entreprises, les ateliers, les bureaux? L'auteur a écouté ce qu'on n'écoute jamais. Ils expriment une souffrance sociale, un mal-être, traduit par ce cri du cœur, qui est surtout un cri de colère, « Je hais les patrons ». Présentation du livre de Laurent Vimès, Le droit du travail en danger, une ressource collective pour des combats individuels. Édition du Croquant, 2006, 159 pages. Le droit ne conduit-il pas à individualiser les conflits sociaux et à renforcer la délégation des spécialistes au sein des organisations syndicales?
Présentation du livre de Robert Kurz, Ernst Lohoff et Norbert Tränkle, ce qu'on appelle aussi le groupe Crisis. Ouvrage intitulé Manifeste contre le travail, édition 10-18, 2004, 110 pages. Ce manifeste reprend la critique là où les situationnistes l'avaient arrêté. Dans une société obsédée par la valeur travail, les auteurs reprennent le combat contre la transformation de l'homme en ressource humaine. Une émancipation digne de ce nom ne peut faire l'économie d'une critique radicale de l'idéologie du travail. Rouen. Numéro 17. L'arbitraire du prince. Quo usque tandem Jacobe patientia nostra abutere. On a déjà démontré ailleurs dans quelle logique s'inscrivait le système de promotion à la Haute École Paul-Henri Spaak. Une absurde et scandaleuse méthode d'évaluation permet d'accorder des points aux fidèles serviteurs de l'entreprise. Rubrique commerciale et administrative, au détriment des pédagogues et des chercheurs. Seul dans son bureau de la rue Royale, le président distribue les bonnes et les mauvaises notes sans en avoir la compétence. Il est ingénieur et prétend juger des professeurs de toutes les disciplines, sur base de critères inexistants. Un point accordé à 2 publications équivaut-il à celui donné pour la participation à 3 salons étudiants? Et 3 points valent-ils indifféremment pour une aide régulière au secrétariat ou pour 50 publications sans se préoccuper, d'ailleurs, de leur qualité? Un voyage en absurdie et en cacanie. Et tout ce travail présidentiel, pourquoi? Pour permettre à un défilé de maîtres assistants d'être promu chef de travaux, avec à la clé quelques minables émoluments compensant à peine l'inflation. La Haute École Paul-Henri Spaak ressemblera bientôt à une armée mexicaine, comprenant plus de colonels que de caporaux. Je renvoie l'oreille cassée d'Hergé. De quoi tenir en laisse de nombreux débiteurs, sans parler du non-respect des règles, comme c'est le cas actuellement au département social pour un maître de formation pratique qui se voit dépassé pour sa nomination par une collègue qui possède beaucoup moins d'ancienneté qu'elle et qui ne répondait pas aux conditions requises par la loi lors de la décision du conseil d'administration. Toute cette honte, sous le regard absent de l'ensemble des représentants syndicaux au même conseil, des recours au Conseil d'État en perspective. Miaou. Numéro 18. Bé, bé. Le 16 avril, comme chaque année, les étudiants de la Haute École Paul-Henri Spaak ont élu, dans des conditions inimaginables, leurs délégués pour les différents conseils. Pas de déclaration d'intention des candidats. Pas de débat contradictoire. Des intérêts presque généraux. Comme chaque année, ces élections devraient être invalidées. Comme chaque année, elles ne le seront pas. Les autorités de la Haute École sont déjà tellement contentes que des candidats se soient présentés et aient été élus. De quoi être en ordre avec le décret. C'est la seule chose qui les préoccupe. Les professeurs pourraient se désintéresser de cet épisode. Après tout, nos étudiants sont majeurs, qu'ils se débrouillent. Erreur. Il y a lieu d'être inquiet, et cela pour 2 raisons. Tout d'abord, ce sont nos étudiants. Et nous avons une responsabilité quant à la formation des futurs enseignants, qui eux-mêmes devront un jour former des citoyens. Ensuite, parce que les délégués étudiants se retrouvent au conseil d'administration sans conscience politique, et qu'ils y sont plus nombreux que nous. Pourquoi, d'ailleurs, se fixer sur ce problème et souffrir d'ulcères variqueux? Sauf à la CGSP où les élections se déroulent dans les règles. Les organisations syndicales, y compris la Fédération Générale du Travail de Belgique, désignent d'autorité, sans consulter leur base, leurs représentants. Les personnalités extérieures qui siègent au conseil d'administration sont cooptées. On cherche des petits copains, si possible des notables. Quant au collège de direction, inamovible, il est présent ex officio. La politique du président, constamment en campagne électorale, consiste donc
pour obtenir tous les mois la majorité, à neutraliser, en jouant patron sympathique, le maximum d'administrateurs et endormir les vieux matous. Mais y en a-t-il qui pourraient veiller au grain? De tout temps, le pouvoir a cherché à diviser pour régner. C'est un principe élémentaire que d'identifier, dès le début d'une séance, les présents et de surfer sur les contradictions des membres et les oppositions des tempéraments. On connaît, par expérience, le dogmatique, l'impulsif, le rusé, le naïf, l'opportuniste, le politique, l'incompétent. On joue tantôt sur la séduction et la démagogie, tantôt sur l'autorité et l'égalisme. Tous les registres sont utilisés par les hiérarques chevronnés. Rouen. Numéro 19. Suite et fin. Le piège gaullien de la participation, relancé et décliné récemment en France sur le thème sarkozyste de l'intéressement, visait à réduire les conflits sociaux dans les entreprises et donc à intégrer les travailleurs dans le système capitaliste. Cette stratégie homéostatique participe de l'idéologie de la concorde de classe, qui est l'essence même du fascisme et qui trouve sa source dans la société d'Ancien Régime. Ordre des corporations dénoncées en 1789. Les travailleurs doivent-ils continuer à participer à cette comédie, pour ceux, mais ils sont rares, qui voudraient en rire, ou à souffrir de cette tragédie nietzschéenne? Car ce sont nos conditions de travail, ce sont nos emplois, ce sont nos salaires, c'est notre dignité qui sont en cause au conseil d'administration. Ne serait-il pas temps de mobiliser nos collègues des autres hautes écoles de la communauté française et se battre pour modifier le décret? Le statut d'observateur pour les représentants des travailleurs au conseil d'administration, plutôt que celui d'administrateur, comme dans les hautes écoles communales, c'est le cas par exemple de la haute école Francisco Ferrer à la ville de Bruxelles, ne serait-il pas beaucoup plus sain? C'est l'évidence. Y a-t-il encore des travailleurs qui puissent croire à la démocratie sociale en considérant le système parlementaire caricatural dans l'enseignement supérieur? Pour ceux qui possèdent une nature de ruminants, il reste à paître dans les champs. C'est le printemps. Il paraît que l'herbe est bonne à brouter. Quant aux autres, qu'ils se transforment en taureaux pour renverser le colosse aux pieds d'argile. Rouen. La véritable liberté n'est pas un simple chiffon de papier intitulé Constitution, droit légal ou loi. Ce n'est pas non plus une abstraction dérivée de cette autre irréalité appelée État. Ce n'est pas l'acte négatif d'être libéré de quelque chose, car cette liberté-là n'est que la liberté de mourir de faim. La vraie liberté positive, c'est la liberté vers quelque chose, la liberté d'être, de faire, et les moyens donnés pour cela. Extrait tiré de, en traduction, Emma Goldman, The Place for the Individual in Society, publié en 1940. Il y a plusieurs variétés d'anarchistes, mais toutes ont un trait commun qui les sépare de toutes les autres variétés humaines. Ce point commun, c'est la négation du principe d'autorité dans l'organisation sociale et la haine de toutes les contraintes qui procèdent des institutions fondées sur ce principe. Ainsi, quiconque nie l'autorité et la combat est anarchiste. Pensée de Sébastien Faure. Miaou. Numéro 20. Nous sommes tous des Don Quichotte. L'horreur est maîtresse du monde, qui n'y peut mettre le haut-là. Mais nous sommes toujours là, pour renverser la bête immonde. L'égoïsme et l'indifférence ne font plus place qu'à la haine. Mais nous formons une chaîne dont les maillons sont la conscience. Si parfois quelque défaillance nous jette au sol en blessant, tout aussitôt nous redressant, nous reprenons la lutte intense. Nous poursuivons une chimère, une illusion qui nous enivre, mais c'est notre raison de vivre. Qu'avons-nous donc d'autres sur terre? Nous sommes tous des Don Quichotte.
Anonyme. Miaou. Numéro 21. Critique de la société marchande. Présentation de livres. Ouvrage du comité invisible intitulé L'insurrection qui vient, Paris, édition La Fabrique, 2007, 128 pages. Rien ne manque au triomphe de la civilisation. Ni la terreur politique, ni la misère affective, ni la stérilité universelle. Le désert ne peut plus croître. Il est partout. Mais il peut encore s'approfondir. Devant l'évidence de la catastrophe, il y a ceux qui s'indignent et ceux qui prennent acte. Ceux qui dénoncent et ceux qui s'organisent. Le comité invisible est du côté de ceux qui s'organisent. Présentation du livre de Raoul Vaneigem pour l'abolition de la société marchande pour une société vivante. Paris, édition Payot, 2002, 129 pages. Notre seule chance d'abolir la civilisation marchande consiste à favoriser l'émergence d'une civilisation humaine en nous fondant, avec l'intention de la dépasser, sur la seule et véritable nouvelle économie. Notre richesse réside en une vie affinée par le progrès de la sensibilité et de l'intelligence humaine. Notre combat n'est plus de survivre dans une société de prédateurs, mais de vivre parmi les vivants. Compte rendu de l'ouvrage de François Flao, Le paradoxe de Robinson, Capitalisme et société. Paris, édition Fayard, 2003, 176 pages. La vie sociale est à la base du processus d'humanisation. Elle précède l'émergence de l'individu, elle est notre milieu naturel. Une révolution des idées qui conduit à penser autrement la place de l'économie dans la société. Présentation du livre de Alain Accardo, Le petit bourgeois gentilhomme, la moyennisation de la société. Bruxelles, édition Labor, Espace de Liberté, 2003, 96 pages. Collection Liberté, j'écris ton nom. L'auteur invite les progressistes à s'interroger sur la part qu'ils prennent à la reproduction de l'ordre social qu'en principe ils combattent. On ne peut en effet changer le monde sans se changer soi-même. D'autant qu'aujourd'hui, les valeurs de repli de la classe moyenne tendent à devenir dominantes. Enfin, compte rendu de l'ouvrage Les nouveaux mots du pouvoir, abécédaire critique, ouvrage dirigé par Pascal Durand et publié à Bruxelles aux éditions Aden en 2007, 463 pages. Gouvernance, employabilité, processus de Bologne, flexibilité, monde de plus en plus complexe, égalité des chances, excellence. Ces mots reviennent quotidiennement dans le discours politique et journalistique. À quels univers de représentation et d'assignation sont-ils associés? Que signifie-t-il? Tel est l'enjeu de cet abécédaire auquel ont collaboré près de 70 spécialistes. Rouen. Salutations révolutionnaires et anarcho-syndicalistes. Miaou. Numéro 22. Contrôler les travailleurs, les traîtres. En février dernier, l'hebdomadaire économique Trends Tendance nous a dévoilé la réalité de l'engagement existentiel de certains syndicalistes. On connaît le destin de Robert Manchon, longtemps secrétaire interrégional et communautaire de la Centrale générale des services publics enseignement, qui était promu conseiller au cabinet de la ministre Françoise Dupuy, chargée de la commission communautaire française de l'enseignement, région de Bruxelles-Capitale. De même, Marie Arena, ministre de l'Éducation à la communauté française, avait engagé l'ex-secrétaire général de la Confédération des syndicats chrétiens enseignement, Régis Dogne. Bovy est devenu directeur général de la Société nationale des chemins de fer belge après avoir assumé pendant 20 ans, entre autres, la présidence du syndicat Confédération des syndicats chrétiens, Transcom.
Thierry Nollet, secrétaire général du syndicat des employés, des techniciens et des cadres de la Fédération générale du travail de Belgique de 2002 à 2004, est, quant à lui, passé au groupe S, où il dirige le département socio-économique. Il se réjouit que dans son entreprise, il n'y ait ni grève ni arrêt de travail. Je le cite. « Cela tient surtout à notre connaissance des syndicats. » Fin de citation. Et ailleurs, il dit « D'ailleurs, je le cite, « bon nombre d'employeurs ne connaissent pas fondamentalement les droits et obligations des partis et se font dès lors piéger dans leurs relations sociales. Les connivences ou les alliances objectives font heureusement encore partie du microcosme de la concertation sociale, ne serait-ce qu'en raison de ces complexités qui obligent à se parler et à construire des relations de confiance. » Fin de citation. Ancien juriste de la Confédération des syndicats chrétiens, Paulet est actuellement directeur des ressources humaines chez Eurocenter Ego. Pour lui, je le cite, « Dans une entreprise, même si les intérêts divergent parfois des nôtres, leurs intérêts divergent parfois des nôtres, les syndicats sont indubitablement des partenaires, au même titre que les clients, les collaborateurs, les actionnaires ou les autorités. » Fin de citation. Combien n'a-t-on pas récupéré de délégués syndicaux, voire de meneurs de grève, comme directeurs de ressources humaines dans les entreprises et administrations parastatales et pararégionales. Le système capitaliste est un monstre froid, où rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. On y recycle les déchets. Lorsqu'un ministre formait son cabinet, il choisissait souvent des acteurs de terrain qui pouvaient neutraliser la base lorsqu'elle s'agitait. Je dis ici l'imparfait, mais il s'agit bien sûr que d'un effet littéraire. Et procédait à des primo-nominations stratégiques pour diriger ces entreprises devenues depuis autonomes. C'est l'enfance de l'art de la politique. Que les patrons commandent des sociétés privées au travail pour le secteur étatique, qu'ils soient libéraux, chrétiens ou sociodémocrates, ils penseront, agiront toujours en patrons. Les années 2000 ont consacré, en sus, l'avènement d'un management plus retors qui rend la révolte plus difficile. Car depuis 40 ans, on est passé d'une organisation hiérarchique du travail à une surveillance de chacun par ses pairs. Et je cite Daniel Cohen, « Les rapports au travail sont désormais gérés par la concurrence. Aujourd'hui, il revient aux salariés de prouver leur utilité et d'être à la hauteur des tâches qui se présentent sans attendre qu'on leur dise de quoi faire. » Fin de citation. Qu'est-ce donc que l'aliénation en ce début du XXIe siècle? Wow. Numéro 23. Chanson. Ni Dieu ni maître. Extrait. Ni Dieu ni maître. Nous ne voulons ni Dieu ni maître, entravant notre liberté, mais nous voulons voir apparaître le soleil de l'égalité. Ceux qui possèdent la richesse en ce monde pour nous fatal ont seuls le droit à la paresse, en détournant le capital. Grâce à la valeur monétaire, le travail se voit accablé. Lève-toi donc, prolétaire, et reprends ce qu'on t'a volé. Serons-nous toujours les victimes des dirigeants des villes coquins? Non, non, arrêtons tous ces crimes par la mort des chefs assassins. Debout, frères de misère, debout et plus de frontières, révoltons-nous contre les affameurs pour écraser la bourgeoisie et supprimer la tyrannie. Il faut avoir du cœur, de l'énergie. Texte d'Eugène Potier, de 1884. Miaou. Numéro 24. Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre. Marie Curie. Lettre aux intellectuels apolitiques de mon pays, Dr René Castillo. Un jour, les intellectuels apolitiques de mon pays seront interpellés par l'homme simple de notre peuple.
Il leur demandera ce qu'ils faisaient lorsque la patrie s'éteignait, lentement, à petit feu, faible et solitaire. Il ne les interrogera pas sur leurs vêtements, ni sur leur longue sieste après le goûter, ni sur les combats stériles avec le néant, ni sur leur manière ontologique de faire de l'argent. Il ne les interrogera pas sur la mythologie grecque, ni sur le dégoût qu'ils ressentaient d'eux-mêmes quand l'un d'eux, en son fort intérieur, s'apprêtait à mourir lâchement. Personne ne leur posera de questions sur leur justification absurde, ni à l'ombre d'un mensonge parfait. Ce soir-là viendront les hommes simples, ceux qui jamais n'eurent leur place dans les livres et les vers des intellectuels apolitiques, ceux qui tous les jours, pourtant, venaient leur apporter le lait et le pain, les œufs et les galettes de maïs, ceux qui conduisaient leurs voitures, veillaient sur leurs chiens et leurs jardins, et qui travaillaient pour eux. Et ils demanderont « Qu'avez-vous fait quand les pauvres souffraient et que se consumait en eux, gravement, la tendresse et la vie ?» Intellectuels apolitiques de mon doux pays, vous resterez sans réponse. Un vautour de silence vous dévorera les entrailles. Votre propre misère vous rongera l'âme et vous resterez muet, gêné par vous-même. Miaou. Extrait d'Échille, Prométhée enchaîné. Je me sers ici de la traduction qui a paru dans la collection des universités de France, que l'on appelle couramment la collection Guillaume Budet, donc dans les tragédies d'Échille en 1962. Héphaïstos. Voilà ce que tu as gagné à jouer le bienfaiteur des hommes. Dieu que n'effraie pas le courroux des dieux, tu as, en livrant leurs honneurs aux hommes, transgressé le droit. En récompense, tu vas sur ce rocher, monter une garde douloureuse, debout, toujours, sans prendre le sommeil, ni ployer les genoux. Tu pourras alors lancer des plaintes sans fin, des lamentations vaines. Le cœur de Zeus est inflexible. Un nouveau maître est toujours dur. Prométhée. Écoutez, en revanche, les misères des mortels, et comment des enfants qu'ils étaient, j'ai fait des êtres de raison, doués de pensée. Au début, ils voyaient sans voir, ils écoutaient sans entendre, et, pareils aux formes des songes, ils vivaient leur longue existence dans le désordre et la confusion. Ils faisaient tout sans recourir à la raison, jusqu'au moment où je leur appris la science ardue des levées et des couchers des astres. Puis ce fut le tour de celle du nombre, la première de toutes, que j'inventai pour eux, ainsi que celle des lettres assemblées, mémoire de toutes choses, labeur qui enfante les arts. Rouen. Extrait de tiré d'Antigone de Sophocle, dans les tragédies, traduction de la collection des universités de France, donc collection Budet, en 1962. Créon. Ainsi tu as osé passer outre à ma loi. Antigone. Oui, car ce n'est pas Zeus qui l'avait proclamé. Ce n'est pas la justice, assise aux côtés des dieux infernaux. Non, ce ne sont pas là les lois qu'ils ont jamais fixées aux hommes, et je ne pensais pas que tes défenses à toi fussent assez puissantes pour permettre à un mortel de passer outre à d'autres lois, aux lois non écrites, inébranlables des dieux. Elles ne datent, celles-là, ni d'aujourd'hui, ni d'hier. Et nul ne sait le jour où elles ont paru. Ces lois-là, pouvais-je donc, par crainte de qui que ce fût, m'exposer à leur vengeance chez les dieux? Que je dusse mourir, ne le savais-je pas? Et cela, quand bien même tu n'aurais rien défendu. Je te parais sans doute agir comme une folle, mais le fou,
pourrait bien être celui même qui me traite de folle. Rouen. Nous avons choisi un formidable métier, celui d'éveiller les consciences des jeunes qui feront le monde de demain. Ce que nous semons aujourd'hui fleurira peut-être dans 20 ou 30 ans. Organisons la révolte de la pensée et la guérilla de l'humanisme. Formons des bataillons prêts à instruire et éduquer des générations d'élèves. L'avenir appartient aux rebelles. Miaou. Numéro 25. Le monde de demain sera ce que l'homme en fera. Jean Rostand. Prière d'une communiste. Je suis ici, au milieu d'un monde confus. Le monde des hommes dans lequel je vis. Cette société agitée, nerveuse, fatiguée, dure, désespérée, où seuls peuvent vivre et avoir des droits les plus forts. Les abus, normalisés, sont rentrés dans la loi. Pour les riches, les puissants, les patrons, les ministres, tout est permis. Ils vivent des jours d'azur. Les dieux du capital leur sont favorables. Tant pis pour les autres, les tombés du camion de la consommation, les hors-la-loi, les pauvres, les immigrés, les noirs, les arabes, les précarisés, qu'on les persécute, qu'on les chasse, qu'on les punisse, qu'on les fasse travailler, qu'on les brime, qu'on les taxe, qu'on les passe au Karcher, qu'on les élimine, ces profiteurs, ces vermines de la société. Je veux être libre avec mon utopie, emmuré, encerclé dans une impasse. Je veux être libre. Je veux ouvrir mon cœur à la générosité. Je veux espérer une vie meilleure. Je crois en cette utopie. Je crois en cette alternative. Dans ce défi de vivre en communauté, je me défends de vivre seul, égoïstement. Je cherche la solidarité. Je n'aime pas, camarades, cette société que j'ai reçue. Je n'accepte pas ces systèmes, ces structures qui oppressent. Je ne veux pas entrer dans le jeu de ces tentations de ces leurs. Je proteste. Je crie contre la loi qui rend l'homme esclave jusqu'à la mort. Pour nous affranchir, devenons solidaires, camarades. Ensemble, nous pouvons tout. C'est notre seul salut. Mona Lisa, Bruxelles. Rouen. Numéro 26. Article signé par Thierry Delforge, militant syndical. Les syndicats réformistes ou l'organisation d'une aristocratie ouvrière. La symbiose, les synergies entre les piliers ou familles politiques parlementaires et les organisations syndicales réformistes sont une constante dans les luttes de classe que connaît la Belgique. Historiquement, les procédures de concertation sociale se sont accompagnées d'une constante répression au sein même de ces organisations syndicales. Une répression dirigée contre les courants d'opposition syndicale et de syndicalisme révolutionnaire. Dans les années 50, avec l'exacerbation de la guerre froide, les bureaucraties syndicales, principalement celles liées à la social-démocratie, ont organisé la répression contre les responsables syndicaux issus de la résistance et les militants syndicaux de lutte de classe. Il faut savoir que la résistance antifasciste comptait, durant l'occupation, sa branche syndicale, les comités de lutte syndicale. Dans un souci de reconstruction nationale, le Parti communiste, qui collaborait avec le gouvernement bourgeois, avait dissous ces comités de lutte syndicale dans la Fédération générale du travail de Belgique, sortis tout armés du gouvernement de Londres. C'est donc malgré eux que les militants syndicaux se sont trouvés dans la position d'entristes et défenseurs d'une illusoire unité syndicale
contrôlés par les dirigeants réformistes, dont ceux porteurs de revendications autonomistes en Wallonie. Il suffit de rappeler la lutte des forges de Clabec et d'autres grèves et occupations pour se rendre compte de la vocation gestionnaire des appareils syndicaux réformistes. Ce qui était jusque dans les années 70 l'action commune, cette fiction qui présentait le vote pour le PS comme l'aboutissement politique des revendications syndicales, est devenu un appel aux partis de gauche pour la défense des petites gens, pour la défense des services publics au nom du moindre mal. Sans eux, ce serait pire. Appel aux partis qui, précisément, mettent en œuvre le démantèlement des services publics, toutes les mesures législatives répressives et toutes les mesures antisociales. L'implantation des syndicats réformistes au sein de la classe ouvrière est une réalité incontournable. La question est de savoir quels intérêts ces syndicats représentent. La hiérarchie syndicale s'organise sur le mode de la cooptation, dont un épisode est constitué par les élections sociales, dans lequel la constitution des listes résulte des choix de la bureaucratie. Il s'agit de garantir la cogestion telle que fixée par le cadre légal. Outre cette cogestion institutionnelle, se constituent des organisations corporatistes qui garantissent aux mandataires des avantages particuliers, une protection et leur confèrent le rôle de maintenir la paix sociale. Ces organisations, tout en tenant un discours qui dénonce les excès du capitalisme, accompagnent toutes les réformes capitalistes et sont, de fait, les représentants d'une aristocratie ouvrière qu'elles contribuent à renforcer. Quelques exemples récents. C'est le délégué principal de la SAPCA qui fut désigné comme bourgmestre éphémère de Charleroi après la chute ignominieuse de Jean-Claude Van Couwenberg. Ce dernier avait qualifié de tache noire sous l'image de la Wallonie la grève et l'occupation de l'usine verrière AGC Claverbell de Fleurus. 2. L'adhésion des organisations syndicales au plan Marshall. 3. Dans le secteur de l'enseignement, c'est le secrétaire général de la Centrale générale des services publics enseignement qui participa à un comité de pilotage du secteur sous la houlette de la ministre socialiste de l'enseignement 4 ans durant. 4. La mise en échec du plan Copernic, destiné à rationaliser les administrations publiques, fut le fait d'une organisation extra-syndicale, le GERFA, qui se substitua efficacement à la bureaucratie syndicale. 5. La désignation de Josely Piette comme éphémère ministre du Travail de l'Orange Bleu assurait la collaboration active de la Confédération des syndicats chrétiens à la politique gouvernementale de régionalisation de l'emploi, à savoir la mise en œuvre d'une nouvelle phase de flexcurité, entendez, de précarité des emplois. Miaou. Numéro 27. Article de Thierry Delforge. Violence ordinaire à Bruxelles. Le mardi 29 avril s'est déroulée une manifestation de sans-papiers appuyée par une cinquantaine d'étudiants. La 50e? La 60e? Première violence institutionnelle. La demande d'autorisation n'a pas respecté les délais imposés par le règlement communal, lequel prévoit un préavis de 15 jours. Une atteinte claire à la liberté d'expression et d'association telle que définie dans la Constitution comme le droit de s'assembler librement et sans armes. S'instaure ainsi la notion de manifestation tolérée, passible d'amende administrative notamment. Pour marquer la volonté des sans-papiers de rester ici, 5 ou 6 tentes sont montées sur la pelouse du boulevard. Devant cette atteinte intolérable à l'ordre public et à l'hygiène, telle que définie ultérieurement par le bourgmestre de Bruxelles, le socialiste Freddy Tillmans, 2 camions de voirie stationnent devant l'office de la honte. Outre des effectifs policiers robocopisés,
planqué à quelques rues de là. Après 1h30 de manifestation, un galonné, un capitaine de l'ex-gendarmerie, qui tient à remontrer aux policiers de la moyenne et démontrer son savoir-faire, s'introduit dans la manifestation pour annoncer qu'il va dégager à 16h. Dans le dialogue de sourds qui s'instaure, il apparaît que le capitaine Van der Smissen ne fait pas de politique et qu'il est là pour dégager. En fait de dégagement, se produit un encerclement de la majorité des manifestants, ceux qui, à tort pour certains sans-papiers, n'ont pas quitté les lieux. Quelques minutes avant 16h. Une dizaine de manifestants sont jetés à terre. Quelques discrets coups de matraque et de pied sont distribués. Discrets compte tenu de la présence de caméras. Les Africains qui quittaient la manifestation, et eux seuls, sont arrêtés dans une rue adjacente. Une mère est séparée de sa fille. Les arrêtés sont menottés avec ces liens en plastique, les colsons, qui permettent, selon la force avec laquelle ils sont verrouillés, de torturer ou non. Près de 130 manifestants sont enfermés administrativement dans l'Alcatraz du palais de justice, non sans quelques traitements inhumains et dégradants. La détention dure jusqu'à 21h pour certains, heure à laquelle les policiers commencent à effectuer un recensement des personnes emprisonnées, à savoir qu'il s'agit d'identifier les Belges. Les Noirs ayant déjà été séparés du lot. Les personnes relâchées sont fermement priées de signer un formulaire qu'ils pourront lire après signature. Les Belges sans papier redeviennent citoyens par une identification au faciès. Des policiers expriment leur avis sur la situation. Avec les sans-papiers, il n'y a pas pour la police de problème. Ce sont les gauchistes et ces crapules d'avocats qui défendent des crapules qui foutent la Travaux pratiques. 2 avocats, dûment mandatés par le bourgmestre, sont molestés et injuriés. De bout en bout, le bourgmestre a suivi et couvert cette opération de police planifiée de longue date par des procédures quasi routinières et le ministère de l'Intérieur. La suite est parfaitement celle qui prévaut dans un régime démocratique. La presse rend compte, hormis quelques détails navrants décrits plus haut, l'opposition interpelle et le bourgmestre justifie l'opération. L'Office des étrangers incarcère. La SN Brussels Airlines poursuit les déportations violentes et sa publicité pour les destinations africaines. Rouen.